va pouvoir attaquer le troisième cas qui était proposé ici, qui est un cas un petit peu plus long, d'accord, qui va nous porter aussi sur les avant-contrats. Je vais hop, juste le mettre à l'écran. Voilà. Alors, un peu plus long ce cas et finalement on pouvait détecter deux parties puisqu'il n'y a pas de questions directes qui vous sont posées. C'est juste une question qui est très générale en vous demandant ce que vous pensez de la situation. Donc il va falloir en déduire, nous, les questions. Alors il est fort peu probable qu'on vous demande de déduire les questions comme le cas qui vous est présenté ici. Je pense plutôt que le jour de l'examen, les questions seront claires, nettes, précises et directes, un petit peu comme on a vu sur le premier cas notamment. Alors, en résumé, un couple de jeunes cadres, Julien et Clémence, recherchent un appartement. Alors, ils ont porté leur choix sur un appartement qu'ils ont visité. Et ils ont donc envoyé à l'acheteur, pas à l'acheteur, mais au vendeur, une acceptation quant à l'achat. Ceci a été fait par mail. Quelques jours plus tard, le vendeur leur indique que malheureusement, il y a eu une seconde visite qui a eu lieu et qu'il s'est décidé à vendre l'appartement au second couple. Alors, a priori, la visite a été postérieure à celle et surtout à l'accord que les vendeurs, que les acheteurs, pardon, Julien et Clémence, ont envoyé au vendeur. Deuxième temps du cas pratique, on nous indique aussi que la grand-mère a vendu, que la grand-mère, que la tante, pardon, a vendu un bien qu'elle aurait promis à Julien, en priorité, et que ceci d'ailleurs a fait l'objet d'un écrit consignant. D'accord, la grand-mère a vendu à la tante, je relis en même temps, la grand-mère a vendu à la tante, et la tante était présente lors de l'écrit où la grand-mère promettait à Julien de lui proposer en priorité l'appartement. Donc on a vraiment deux parties dans ce cas. Une première partie qui va nous porter sur la problématique de l'offre et une deuxième partie, vous l'avez compris, qui va nous porter sur la problématique du pacte de préférence. On est toujours dans ces contraintes, dans ces avant-contrats, d'accord. On n'est pas encore dans le contrat. On est toujours dans les problématiques pré-contractuelles. Alors, qu'est-ce que l'on sait de notre droit ici concernant l'offre, l'acceptation et la rétractation fautive de l'offre? Puisqu'ici, une personne, je vais d'abord donner le droit pour qu'on puisse ensuite le rapprocher des faits, on sait que une offre à personne déterminée ne peut être rétractée dans un délai normal. L'offre à personne déterminée ne peut être rétractée en délai normal. Si celui qui a fait la proposition, on l'appelle pollicitant, celui qui a fait la proposition de vente se rétracte alors que celui à qui la proposition a été faite a accepté cette proposition, alors que se passe-t-il? La rétractation, elle est qualifiée de fautive, puisque quand on a fait une offre, on ne peut pas se rétracter. Mais la faute va entraîner quoi? La faute entraîne uniquement l'allocation de dommages et intérêts à la partie lésée, donc à celui qui avait accepté l'offre. Elle ne peut pas entraîner la formation forcée du contrat, ce qui n'est pas du tout la même solution que par exemple dans la promesse unilatérale de vente. Voilà ce que l'on sait du droit. On ne peut pas se rétracter, mais si on se rétracte quand même, on ne pourra pas obtenir la formation forcée du contrat. Tout ce que l'on pourra obtenir, c'est des dommages et intérêts. Malheureusement, on passera toujours à côté de l'appartement. Donc ici, clairement,
le vendeur a fait une offre à Clémence et Julien. Ceux-ci l'ont accepté par l'envoi d'un mail, d'accord. Donc a priori, il y avait rencontre des volontés, d'accord. A priori, on aurait pu penser qu'il y a formation du contrat, mais ici, le vendeur s'est rétracté finalement pour conclure avec quelqu'un d'autre, ce qui n'est pas forcément un problème. Enfin, pour conclure avec quelqu'un d'autre. Ici, euh, donc que se passe-t-il en cas de rétractation fautive qui est déterminée ici, puisque Julien était tenu par l'offre, pas Julien, mais le vendeur était tenu par l'offre qu'il avait faite. Donc si le vendeur se rétracte comme il l'a fait, c'est une rétractation possible, fautive. Par contre, là on arrive dans dans la solution. Quelles sont les solutions pour Julien et Clémence? Uniquement l'obtention de dommages et intérêts. La formation du contrat ne pourra pas être forcée, contrairement à la promesse unilatérale. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce premier point. Deuxième point, le pacte de préférence, ça désigne l'engagement d'un propriétaire envers un futur potentiel acquéreur de lui proposer le bien en priorité, en premier, si un jour il devait se décider à vendre ce bien. Et on a défini ce que c'était que le pacte de préférence. Si toutefois le vendeur devait vendre le bien sans le proposer à celui qui était le bénéficiaire du pacte de préférence, à celui à qui il aurait dû le proposer en premier, alors la vente peut être cassée et le bénéficiaire du pacte de préférence peut récupérer le bien, bien sûr en payant le prix. Pour cela, il devra obligatoirement prouver que l'acheteur avait connaissance du pacte de préférence. Voilà ce que nous dit le droit. On a défini le pacte de préférence, on a dit ce qui se passait quand il y avait une vente en violation de ce pacte, et on a dit les conditions pour casser la vente et éventuellement récupérer le bien. Il faut que l'acheteur, le tiers acquéreur, celui qui n'était pas parti au départ, le tiers acquéreur, il faut qu'il ait eu connaissance du pacte de préférence. Alors, ici, en l'espèce, un pacte de préférence a été conclu entre la grand-mère et Julien, par lequel elle s'engageait à lui proposer un bien immobilier en premier, si elle devait le vendre. La grand-mère a vendu ce bien à la tante sans le proposer à Julien. On peut donc qualifier que cette vente s'est faite en violation du pacte de préférence qui avait été signé. En outre, la tante était au courant du pacte de préférence puisqu'elle était présente euh, lors de la signature du pacte de préférence. Parce qu'on nous dit la grand-mère attachait tant d'importance à cet accord qu'un écrit consignant avait été établi en sa présence, donc en présence de la tante. Par conséquent, la vente faite en violation d'un pacte de préférence et quand le tiers acquéreur, la tante, avait connaissance du pacte de préférence, peut être annulée et le bénéficiaire du pacte, c'est-à-dire Julien, peut récupérer le bien, bien sûr, en payant le prix. On dit, mais vous n'avez pas à connaître, qu'il peut être subrogé dans les droits du tiers acquéreur, c'est-à-dire qu'il peut prendre la place du tiers acquéreur. Donc ici, de la tente. Voilà concernant la solution que l'on pouvait proposer pour le cas 3, il n'y a pas d'ambiguïté sur ce cas. Le pacte est clairement qualifié. La vente en violation du pacte est clairement qualifiée aussi. La connaissance du tiers acquéreur du pacte est clairement qualifiée aussi. Par conséquent, la vente peut être cassée et Julien peut récupérer le bien en payant le prix, bien sûr. Voilà pour la résolution de ce troisième cas pratique.